Sous-titrage ZDF 13 février 2026. Nous sommes dans la 4e année, au jour 355 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Dans le rapport d'aujourd'hui, on constate que les Ukrainiens poursuivent la destruction des communications russes. À quoi ressemble la situation dans une zone très disputée, qui semblait en fait assez calme, ce qui manque à nouveau à l'Ukraine en ce moment, et bien plus encore. Kostiantynivka. Regardons tout de suite là-bas. Nous sommes dans la région de Donetsk. Les soldats de la 28e brigade ukrainienne, brigade mécanisée, que nous pouvons voir ici sur la carte de situation, à peu près dans la partie nord de la ville. Après plus de 137 jours, ils ont quitté leur position, ils ne se sont pas repliés. Il s'agit ici d'une rotation. L'armée ukrainienne mise beaucoup sur les rotations afin que les unités puissent se reconstituer, se réorganiser et aussi se reposer à l'arrière. Côté russe, certaines unités restent des années sur le même secteur du front, mais sont régulièrement réapprovisionnées en effectifs. Les Ukrainiens préfèrent renvoyer leurs soldats à l'arrière pour les réapprovisionner, nécessitant une autre unité pour les remplacer sur le front. Cela présente deux avantages et inconvénients pour chaque système. Par exemple, chez les Russes, les unités au front, surtout l'état-major, restent toujours les mêmes, ce qui est un grand avantage. Et que, théoriquement, il a toujours la situation à jour et garde toujours une vue d'ensemble. Il connaît les positions, il connaît les mouvements ennemis, il connaît peut-être aussi les commandants du côté opposé ainsi que les sous-unités à proximité. Ils ont souvent travaillé ensemble, ils ont mené des attaques ensemble, donc ils se connaissent, et ils ont déjà pu se coordonner à plusieurs reprises. On sait ce qui fonctionne bien, on sait ce qui fonctionne mal, on sait où on peut attaquer, on connaît la situation des drones, mais pour cela, on subit des pertes extrêmement élevées. On a une équipe qui est constamment décimée, qui n'a pas ici le moral le plus élevé. Ils ont rarement l'occasion de partir en permission ou de changer de la routine quotidienne du front, tandis que de nouvelles personnes, souvent inexpérimentées, arrivent sans cesse dans l'unité, arrivent au front et n'ont peut-être pas de grandes chances de survie. Du côté ukrainien, c'est exactement l'inverse. Les unités qui s'y trouvent ne restent pas aussi longtemps sur le même secteur du front que du côté russe. Elles sont relevées, ce qui signifie qu'une autre unité prend leur place. Cela a bien sûr l'avantage majeur que les soldats ont un moral plus élevé, ils ont plus d'énergie. L'équipement et le ravitaillement peuvent alors être réorganisés à l'arrière de manière plus ou moins sûre. On peut se réjouir d'une courte période de repos et aussi reconstituer le personnel sur une plus longue période. Et ensuite, on peut également les former à nouveau en tirant les leçons du front. L'inconvénient, en revanche, c'est qu'une autre unité prend en charge toutes les positions, qu'elle ne connaît peut-être pas, parce qu'elle revient elle-même d'une permission au front ou qu'elle a été transférée d'un autre secteur du front. Cela signifie qu'au front, il y a une sorte de perte d'information ou une sorte de perte d'expérience entre les unités. Si une unité qui occupe certaines positions ou possède des connaissances spécifiques sur le terrain ou sur l'ennemi, ce savoir pourrait se perdre ou ne pas être correctement communiqué. Et ainsi, la nouvelle unité qui arrive est plus ou moins inexpérimentée sur ce secteur du front, tandis qu'une unité expérimentée s'en va. Comme je l'ai dit, cela a ses avantages et ses inconvénients. La partie russe a justement choisi cette méthode, tandis que la partie ukrainienne opte pour une rotation plutôt régulière, plus régulière. Même si celle-ci a duré 137 jours, cela signifie qu'ils sont arrivés en septembre 2025 et ont été relevés maintenant, en février 2026. Tout cela semble bien sûr très factuel, mais 137 jours sur la même ligne de front signifient un stress absolu et une pression constante. Pendant des mois, ils ont été sous surveillance permanente des drones russes. Chaque déplacement, mouvement ou rotation était risqué. Le ciel n'est jamais vide, les nuits jamais calmes et la vie jamais sûre au front. L'hiver a encore aggravé la situation. Des températures plus basses, des positions humides, presque aucune infrastructure. Selon les rapports, les soldats se réchauffaient avec des bougies, devenues rapidement leur principale source de chaleur dans les tranchées. Le sommeil, la sécheresse, l'intimité, tout cela reste plutôt un luxe et se fait rare. De telles longues phases de défense sont extrêmement éprouvantes, tant physiquement que psychologiquement. Il ne s'agit pas seulement de combat, mais aussi de tenir bon, de rester vigilant dans le froid, dans l'obscurité, et de persévérer dans un environnement qui signale en permanence le danger. La relève après 137 jours est donc bien plus qu'un simple changement de troupe. Elle marque la fin d'une longue période au cours de laquelle cette unité a tenu une ligne sous la pression des drones, dans des conditions hivernales et sans aucun répit opérationnel. Dans une guerre d'usure, ce sont précisément ces phases qui déterminent la stabilité ou, au contraire, l'effondrement du front. Jetons donc un coup d'œil sur la région. À propos de stabilité.
Les Russes continuent d'attaquer, la plupart des assauts sont repoussés par ces deux unités, c'est-à-dire la 103e et la 78e. Le régiment de fusiliers motorisés mène ses attaques, généralement à travers la zone jaune. Il n'est toujours pas clair ici si les Ukrainiens ou les Russes contrôlent entièrement ce village. Il y a encore des géolocalisations des deux côtés à l'intérieur et dans ces villages, mais nous savons que les Russes de Kolaro sont déjà arrivés ici. Les Ukrainiens ont été vus pour la dernière fois de l'autre côté de la rue. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, si je me souviens bien. Du côté ukrainien, nous avons une grande variété d'unités, beaucoup d'unités mécanisées. Les unités mécanisées, pour ceux qui sont nouveaux et ne le savent pas, ce sont des unités, j'aime bien le répéter. Les unités mécanisées disposent vantant de véhicules pour se déplacer au combat. Elles représentent l'infanterie la plus haut de gamme. Elles ont des véhicules de combat d'infanterie, les utilisent activement et attaquent avec, tout en disposant aussi d'infanterie. L'infanterie avance à côté des véhicules ou monte avec eux dans le combat, et nous avons aussi des unités motorisées. C'est ce symbole ici, c'est similaire, il s'agit d'infanterie qui possèdent des véhicules, mais qui ne sont pas adaptés à l'attaque, par exemple des transports de troupes ordinaires sans armement lourd ou même des camions. Et personne n'irait à l'assaut avec un camion, sauf du côté russe, comme nous l'avons souvent vu dans cette guerre. Mais normalement, c'est l'infanterie motorisée régulière. Sinon, ici, il y a 3 bataillons de la police militaire, ils viennent encore des combats autour de Thorez, près de Thorez. Il a été tenu à environ 50-60% uniquement par des unités de la police militaire, jusqu'à ce que la localité soit finalement perdue. Ils se sont d'abord rassemblés ici, puis au nord. Après avoir tenté de retenir les Russes sans succès, ils ont été repoussés et sont maintenant près de Kostiantinivka. Donc ils n'ont pas été spécialement amenés ici, ils venaient encore d'une bataille précédente. De plus, nous avons encore le 501e. Celui-ci était mal indiqué, c'est en fait le 501e bataillon de la 36e. Brigade d'infanterie de marine, donc c'est aussi de l'infanterie de très haute qualité qui combat ici. Et pour le 501e, c'est comme ça. Ils sont très souvent impliqués dans des combats directs, très souvent en première ligne. Lors des rotations ici, ils ne partent pas en permission loin du front, mais sont juste déplacés vers un autre secteur. On ne peut même pas imaginer comment c'est, n'est-ce pas ? Les 5. La brigade d'assaut, qui est également présente sur place, est l'une des brigades les plus connues du côté ukrainien, à peu près aussi célèbre qu'Azov ou la 93e brigade. Cela signifie que les Ukrainiens ont déployé ici pas mal de moyens, y compris quelques nouvelles unités, comme la 156e brigade, la 156e brigade mécanisée. Elle a été créée dans le cadre de la réorganisation de l'armée ukrainienne. Il y a eu quelques critiques, car pendant l'offensive d'été 2023, ils ont créé les brigades 150 à 155 qui n'ont pratiquement pas été complétées. Là, les 2 premières brigades ont reçu de l'équipement occidental, des chars et toutes sortes de choses. Et les 4 autres de ces brigades, donc en gros la 152 jusqu'à la 155, elles sont restées plus ou moins les mains vides, avec de vieux véhicules soviétiques, ou parfois presque pas de véhicules du tout. Peu de temps après, les nouvelles brigades, la 156, la 157, etc., ont été créées, ce qui n'avait absolument aucun sens. Et c'est là que Syrski a aussi été fortement critiqué, car il crée toujours de nouvelles brigades, alors que les anciennes ne sont peut-être qu'à 50 ou 60% de la force qu'elles devraient avoir. Et là, cela n'a aucun sens, car une brigade n'est pas faite que d'unités combattantes, elle compte au plus 3 à 5 bataillons de combat. Le reste, ce sont tous des groupes de soutien, par exemple un groupe médical, une section d'artillerie, un groupe de défense anti-aérienne et bien sûr aussi tout un tas de personnel d'état-major et de logistique, qui sont indispensables. Créer sans cesse de nouvelles brigades nécessite ces éléments, ce qui les fait défaut à d'autres brigades déjà en manque de personnel. C'est vraiment un très gros problème, mais ce que nous avons ici, comme je l'ai dit, c'est une brigade très jeune, du moins si l'on se fie à la date de création. Et sinon, tout ce qui est marqué avec un L, c'est en fin de compte de l'infanterie légère, qui est principalement utilisée en Ukraine pour la défense territoriale. Cela porte généralement aussi le marqueur DT derrière. Ces unités sont spécialisées dans le combat défensif et tiennent ainsi la ville. Pour l'instant, la situation paraît bonne malgré de nombreux combats. Nous y reviendrons bientôt. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas si mal pour les Ukrainiens. Les Russes ne peuvent pas avancer ni par le nord ni par l'est. Ils n'arrivent pas non plus à progresser davantage ici. Cette zone urbaine ici est toujours disputée, mais pas au point que les Russes puissent y prendre pied ou envoyer de nouveaux renforts à travers les champs ouverts. Mais ce que nous avons déjà ici en bas, c'est un gain russe. Celui-ci ne s'est pas produit du jour au lendemain, il s'est formé au cours des 10 derniers jours et demi. Là, les Russes ont pu avancer un peu plus.
Et ici, il y a deux positions que nous avons déjà examinées en détail dans un précédent rapport de situation, qui défendent justement cette route ici pour protéger Zenternivka depuis le sud-ouest. Et ce qui, sur la carte, ressemble à un combat assez modéré, ne l'est pas du tout, car les combats restent acharnés. Ici, on voit un extrait vidéo montrant un soldat ukrainien nettoyant une tranchée russe, dans les champs avant la ville. Et ici, ce sont des combats menés non pas par des drones, mais par des fantassins. De même, la 100e ukrainienne, brigade que l'on peut également voir ici sur la carte de situation, ici en bas dans cette zone, a signalé des frappes réussies en attaque contre les forces russes. Selon eux, 3 véhicules, un buggy, un quad, 8 antennes et 4 soldats russes ont été touchés. Ce qui est assez frappant ici, c'est bien sûr le choix des cibles, car outre les véhicules, ce sont surtout les antennes qui sont au centre de l'attention. Cela signifie bien sûr qu'il ne s'agit pas seulement de mouvements sur le champ de bataille, mais aussi de la destruction ciblée de la communication russe, dans un tel secteur du front, situé juste à côté d'une ville disputée. Surtout après les restrictions imposées par Staline, de nombreuses unités russes ont recours à des solutions radio improvisées. Et celles-ci nécessitent justement des antennes exposées. Et ce sont précisément celles-ci qui sont désormais systématiquement attaquées. Même les véhicules légers comme les buggy et les quads jouent désormais un rôle important. Ils sont utilisés pour des liaisons rapides, des équipes de drones ou encore de petits groupes d'assaut. Leur destruction affecte directement la mobilité. De telles informations illustrent parfaitement le caractère actuel de la guerre. Il s'agit plutôt de petits groupes mobiles, de drones, de technologies radio et de frappes ciblées sur les infrastructures en première ligne. Chaque antenne détruite et chaque véhicule hors service a un impact direct sur la coordination et sur le rythme des opérations. Je souhaite à nouveau remercier tous les membres de la chaîne. C'est uniquement grâce à l'aide des membres de la chaîne de l'équipe Algo, et bien sûr aussi de certains abonnés, qu'il est possible que vous puissiez voir ces vidéos ici encore et encore, chaque jour, jusqu'à présent même le samedi. L'OTAN doit analyser attentivement les enseignements tirés par l'Ukraine de cette guerre. Je l'ai souvent répété, car les prochains conflits se baseront sur les résultats de la guerre en Ukraine. C'est bien ce que je veux dire. C'est exactement ce qui est devenu évident lors de l'exercice Hedgehog 2025, qui fournit maintenant les premiers résultats. Nous l'avions déjà vu en mai, elle avait été annoncée, mais maintenant nous avons des résultats à discuter. 16 000 soldats de 12 États membres de l'OTAN se sont entraînés dans des conditions réalistes face à des pilotes de drones ukrainiens simulés. L'objectif de cet exercice était de créer un champ de bataille marqué par une menace permanente de drones. Reconnaissance aérienne, drones kamikazes, changement rapide de cible. Les unités devaient en travailler sous une pression constante et tester leur capacité de réaction. Le résultat a été très décevant pour de nombreux observateurs. En l'espace d'une journée, une équipe ukrainienne relativement petite a simulé la destruction de jusqu'à 17 véhicules blindés. De plus de 30 cibles ont été attaquées avec succès. Dans l'évaluation de l'exercice, cela équivalait en fait à la neutralisation de 2 bataillons entiers de l'OTAN en un seul après-midi. L'évaluation de la partie ukrainienne elle-même a bien sûr été particulièrement déterminante. Les opérateurs déployés ont déclaré qu'ils n'avaient même pas utilisé toute leur intensité lors de l'exercice, et qu'ils s'étaient plus ou moins simplement approprié la situation du champ de bataille, sans avoir recours à de grands artifices de leur boîte à outils. Sur le front réel en Ukraine, la densité de drones est bien plus élevée que pendant cet exercice. La tactique est très agressive, visible lors des attaques russes et ukrainiennes. Le rythme est aussi plus élevé, rendant la situation plus dangereuse. C'est là le véritable cœur de cette affaire. L'Ukraine a développé, sous une pression extrême, une guerre de drones basée sur la masse, la rapidité et une présence permanente. Et les Russes, eux, ont une guerre de drones similaire, surtout dans le domaine des petits drones FPV. Les véhicules, les positions et la logistique sont presque constamment surveillés, chaque mouvement peut être repéré et attaqué en quelques minutes. Pour l'OTAN, cela représente une leçon claire. Les formations de combat classiques, les rassemblements concentrés de véhicules et les lignes logistiques rigides sont extrêmement vulnérables dans un environnement où les drones sont omniprésents. L'adaptation est possible, mais elle nécessite des changements structurels dans la formation, l'équipement et la doctrine. L'exercice était donc moins une humiliation qu'un avertissement. Combattre un adversaire utilisant autant de drones, comme en Ukraine ou en Russie, impose de repenser complètement la conception du combat. Et nous ne parlons pas ici d'une attaque russe dans quelques années, ni d'une attaque ukrainienne que certains Russes aiment toujours prédire, mais qui est pratiquement impossible. Mais nous parlons ici d'une toute autre dimension. La Russie investit énormément d'argent dans le développement des drones et a embarqué la Corée du Nord dans l'aventure.
Les Nord-Coréens ont désormais leur centre de développement de drones en Corée du Nord et en fabriquent aussi pour la Russie. La Chine fait de même pour elle-même. Ils observent la guerre. Ils ne participent peut-être pas activement au développement dans cette guerre, mais ils voient dans ce que les drones apportent et en ont reproduit beaucoup, tout en renforçant considérablement leur armement. Imaginez un instant que nous nous retrouvions un jour dans un combat contre la Chine. Purement hypothétiquement, ils auraient alors accès à un répertoire de drones extrêmement vaste, tandis que nous serions encore en train de réfléchir à la manière dont nous voudrions nous défendre contre les drones. S'adapter est important, même si nous ne sommes pas en guerre active. Parce que commencer à s'y préparer seulement une fois que la guerre a éclaté, même si personne ne le souhaite évidemment, serait tellement grave que nous pourrions tout aussi bien abandonner tout de suite. L'Ukraine a cependant traversé un processus d'apprentissage sous le feu. L'OTAN peut le reproduire lors des entraînements. C'est un grand avantage, mais il faut donc le prendre très au sérieux. Après le blocage de nombreux terminaux Starlink, les unités russes rencontrent de sérieux problèmes de communication et se tournent davantage vers les relais radio et la transmission Wi-Fi directionnelle. Dans des documents récemment publiés, on voit un soldat russe s'en vanter ouvertement. Comment contourner le blocage de Starlink grâce à ce qu'on appelle des blocages radio, souvent avec des appareils d'un fabricant américain. En arrière-plan, Starlink a modifié sa technique. Le système utilise maintenant une liste blanche et seuls les terminaux officiellement enregistrés fonctionnent en Ukraine. Ainsi, les unités russes ont soudainement perdu un élément central de leur communication de combat. Sur le front, les connexions Starlink sont cruciales pour contrôler les drones, coordonner et visualiser la situation. On utilise désormais de plus en plus des antennes à faisceau hertzien et des ponts Wi-Fi en remplacement. Et cela présente un grand avantage pour les Russes. Ils sont moins chers, plus facilement disponibles et relativement simples à installer. Cependant, elles présentent aussi des limites claires, une faible portée, une forte sensibilité aux interférences et surtout une grande dépendance à des positions fixes. Internet par satellite, tel que Starlink, est mobile et difficile à localiser, tandis que les liaisons radio ont des signatures facilement identifiables. Même des groupes russes assez radicaux sur le front, que nous avons examinés récemment, ont annoncé qu'ils souhaitaient passer à de telles solutions, en précisant qu'il n'existe tout simplement pas d'alternative satellitaire russe et qu'ils doivent donc utiliser celle-ci. Et c'est assez remarquable, car cela révèle une fois de plus la dépendance structurelle de la Russie à la technologie occidentale ou civile. Mais ça, nous le savions déjà. Le problème, cependant, c'est que l'Ukraine a de nouveau réagi. Et cela pose un problème pour les soldats russes sur place. En effet, dans des enregistrements récents, on peut voir des attaques de drones contre des relais radio près du front, comme nous l'avions déjà vu auparavant avec la livraison de satellites. Ces installations sont faciles à localiser et leur destruction a un impact immédiat. Si un relais radio tombe, toute la connexion du secteur s'effondre. Schéma clair. L'Ukraine cible les communications, d'abord Starlink, puis les relais radio et bientôt peut-être une autre alternative. Chaque environnement technique crée de nouvelles vulnérabilités. La conduite moderne des combats dépend de connexions de données stables. Si cette chaîne est rompue, cela impacte non seulement les unités, mais aussi toute la coordination sur le front, notamment celle des drones, qui est cruciale dans cette guerre. Il faut donc de nouvelles méthodes, d'abord mises en place par les soldats. Ici, un opérateur radio russe est touché par un drone FPV, alors qu'il essaie d'installer une station relais sur un pylône à haute tension, qui doit servir de pont Wi-Fi. En gros, une antenne directionnelle classique. Pour assurer leur stabilité, les antennes doivent être installées très haut, ce qui expose l'installateur à des risques en grimpant sur un pylône électrique. Ce n'est pas à cause de la tension électrique, car le réseau électrique ukrainien a été en grande partie détruit par les Russes, mais plutôt parce qu'il est sans protection, clairement visible et à peine mobile. Dans une zone de combat constamment surveillée par des drones, c'est évidemment très risqué. Les drones peuvent être dirigés spécifiquement vers des individus. La hauteur ne protège pas, elle le rend plus visible. Cet incident souligne surtout un dilemme central. Pour rétablir leur propre communication, les unités russes doivent maintenant sortir de leurs abris. Ils doivent utiliser des infrastructures fixes et exposées qui sont faciles à repérer et à attaquer. Et il est bien sûr assez prévisible de savoir où ils essaieront d'installer de telles antennes. Chaque solution de fortune crée de nouvelles vulnérabilités, faisant de la guerre des connexions de données un vrai front. Sans communication stable, on perd en coordination et réactivité, et improviser ou bricoler expose à de grands risques. Et nous savons nous-mêmes qu'avec un taux de blessés de plus de 90% à cause des drones, cela signifie que la guerre des drones représente à chaque minute passée à découvert un réel danger de mourir.
Nous avons clairement constaté que depuis quelques jours, la communication russe est délibérément attaquée pour empêcher les Russes de communiquer sur le front. Et ce n'est pas seulement dans une bonne relation que la communication est la clé, mais surtout aussi sur le front. Dans la guerre des drones, celui qui ne peut pas communiquer ne peut pas réagir. Celui qui ne peut pas réagir perd le combat. Et celui qui perd le combat finit aussi par perdre la guerre. Je pars du principe que cela profite beaucoup aux Ukrainiens en ce moment, puisqu'ils mènent une nouvelle offensive, ou bien qu'ils ont prévu plusieurs nouvelles offensives en 2026, ou du moins les ont annoncées. Et si, du côté russe, ils ne peuvent pratiquement plus communiquer en ce moment, ou en tout cas communiquent moins bien qu'avant. Ce serait alors l'occasion parfaite de préparer et de lancer une ou plusieurs offensives sur certains secteurs du front, par exemple à Zaporijjia, comme je l'ai déjà annoncé hier, tant que cette situation persiste. Volodymyr Zelensky demande à ses partenaires européens de livrer rapidement de nombreux missiles de défense aérienne face aux attaques aériennes russes sur les villes et infrastructures ukrainiennes. Dans un message vidéo depuis Kiev, il souligne qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais que le renforcement de la défense aérienne est aussi une tâche centrale pour toute l'Europe. Les missiles russes et les drones dits Shahed ne doivent pas devenir un moyen normal et prévisible de faire la guerre. Le message est so clair. La Russie poursuit ses attaques aériennes pour faire pression sur les civils, l'énergie et l'infrastructure militaire. Chaque défense réussie réduit non seulement les dégâts immédiats, mais envoie aussi un signal. Si les attaques passent régulièrement, cela crée à Moscou un sentiment de routine opérationnelle. Pour l'Europe, c'est une décision stratégique. Les systèmes de défense aérienne et les missiles sont disponibles en quantité limitée et coûtent extrêmement cher. En même temps, ils constituent un levier efficace pour neutraliser les attaques russes. L'Ukraine aurait apparemment reçu des promesses pour 35 nouveaux missiles intercepteurs Patriot. La livraison devrait avoir lieu à court terme, ce qui est déjà une bonne chose, c'est-à-dire dans quelques jours. C'est un signal important dans le contexte des attaques russes continues. Même si 35 missiles seront probablement tirés en 1 ou 2 soirées et seront alors à nouveau épuisés. Selon des informations provenant de l'entourage du groupe de contact ukrainien, l'Allemagne fournit 5 autres missiles. PAC-3, 30 autres proviendront d'autres partenaires. L'annonce a été faite dans le cadre des soi-disant discussions de Ramstein au siège de l'OTAN. Et c'est un peu difficile, car si l'on reçoit 35 missiles pour le système, mais que les Russes attaquent chaque jour avec généralement 200 à 400 drones, il est évidemment difficile de maintenir les stocks pleins. Mais il faut aussi dire que le chiffre 35 ne semble pas impressionnant à première vue, et il ne l'est pas non plus. Mais chaque missile peut, en cas d'urgence, protéger une installation stratégique importante ou une zone densément peuplée. Et si, grâce à cela, on peut protéger 35 fois un producteur d'énergie ou une infrastructure vraiment coûteuse et importante, alors cela en vaut déjà la peine quelque part. Merci aux abonnés, membres, équipe Algo, et tout spécialement à Oberstleutnant Drennecke, Robert Siller, Dietrich, Freddy et Meyerthofer. Abonnez-vous, likez, commentez, et à la prochaine mise à jour du stock.